Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Sébastien, j'ai décidé de lui faire écouter un gros classique, puis j'ai de la misère avec ça parce que Seb, je sais qu'il est pas trop attiré par le noir et blanc, je sais pas si je me trompe, là, mais on a décidé d'écouter The Night of the Living Dead, 1968, par George A. Romero. T'as aimé comment j'ai prononcé, comme les annonces. John A. Romero. C'est quoi déjà? C'est George. I spit on your grave. I spit on your grave. Ouais, si vous avez jamais vu l'annonce originale de ce film original-là, c'est incroyable. Il dit I spit on your grave. Au moins, probablement une quinzaine de fois dans les 2 minutes d'annonce. Mais honnêtement, j'aime tellement la voix des commentateurs de ces années-là. The Night of the Living Dead. Puis souvent il raconte vraiment toute l'histoire, genre a girl in a house living the terror. Ouais, tellement ça, là, c'est tellement vrai. Mais ouais, fait que c'est incroyable. Tu sais que, mettons, comme plusieurs personnes, toi, c'était pas nécessairement ta tasse de thé de retourner à des films assez vieux, que ce soit en noir et blanc. Je sais que tu as une ouverture d'esprit pour ça, mais c'est pas nécessairement ta préférence. Effectivement, là. Règle générale, tu sais, un film vraiment plus vieux, je trouve, c'était bâti différemment dans le temps parce que les défis n'étaient pas les mêmes. Tu sais. Probablement que le défi technique dans ce film-là, c'était de le filmer dans la nuit, tu sais, puis que ça sorte bien, puis d'avoir des maquillages. Genre. Le défi à l'époque, j'ai l'impression qu'il était là. Tu sais, fait qu'il y avait moins d'emphase sur le scénario, puis les personnages aussi. Fait que c'est moins qu'est-ce qu'on s'attend à, parce qu'aujourd'hui, la formule, mettons, est vraiment plus poussée. Tu sais. Par contre, tu peux quand même reconnaître dans ce film-là un certain talent là, de direction puis tout, quand tu le remets en contexte. C'est sûr que si tu le compares avec un film qui est sorti cette année, ben là, au niveau plot twist, développement de personnage, c'est pas là. Mais il faut pas s'attendre à ça, c'est ça le point, je pense. C'est un peu moins grave. C'est ça. Je l'ai pas haï, j'ai aimé ça. Je suis content de l'avoir vu. Ça fait partie des classiques. Faut que tu le remettes en contexte. Tu l'as bien dit. Faut vraiment le remettre en contexte. Puis pourquoi je voulais absolument que tu écoutes ce film-là? C'est à cause que Night of the Living Dead, il y a eu un problème avec la production. Puis quand ils mettaient le titre, il fallait qu'ils mettent le copyright. Puis ils l'ont jamais mis de ce film-là. Ils ont eu bien des problèmes. Fait, le copyright était devenu que le film était rendu dans le domaine public. Pour vrai? Ouais. Mais qui coûtait comme rien. Il n'y avait pas de droit d'auteur. C'est pour ça que ce film-là, dans les années... Je pense que ça a changé genre à partir des années 90. Là, Je ne veux pas parler à travers de mon chapeau. Mais il me semble à partir de 88 ou quelque chose de même, ils ont réussi à régler ce problème-là. Mais pendant tout ça avant, ben souvent, là, dans les films d'horreur des années 80 ou d'autres années, tu vas voir des séquences de Night of the Living Dead à la télé parce qu'il n'y avait pas de droit d'auteur à payer. C'est comme un des... C'est comme un des... on va dire une des pierres angulaires du cinéma d'horreur, là. Une année, je me souviens, pendant mon marathon d'Halloween, j'ai écouté 976 Evil 2. J'ai écouté un autre film aussi. Puis les deux films, il y avait des séquences de Night of the Living Dead. Puis là, je me suis dit, c'est vrai, mais c'est pas la première fois. La scène, They're coming to get you, Barbara. Tu vas la voir dans des centaines de films d'horreur quasiment. Là. Oh wow, fait qu'il est vraiment un classique à l'intérieur du domaine de l'horreur carrément, pour plus qu'une raison, là, étant qui est quand même bien réalisé. Je sais pas à l'époque, comparé à d'autres films de cette époque-là, à quel point il y a une coche au-dessus, mais on sent quand même le niveau de qualité. Là. Ben, à l'époque, ils trouvaient que c'était trop gore comme film. C'était vraiment dans les débuts de ben, tu sais, tu vois des gens manger d'autres êtres humains. Le bout de la chair, c'est quand même graphique, c'est vrai. Là. Mais encore une fois, on est tellement habitué à un niveau d'intensité supérieur à ça que pour nous, c'est pas intense. C'est vraiment difficile de le remettre en contexte, mais en contexte, c'est sûr que même bouffer de la chair dans le temps, ça devait être comme... Même quand ils tirent, là, les coups de feu sont quasiment mieux faits que des films de maintenant. Là. Moi, je pense des coups de feu comme ça que du CGI. Là. Mais c'est parce que Crib, il a vraiment l'air de clairement tirer d'une carabine à plomb ou quelque chose. Tu entends le déclenchement, puis tu entends le son. Il n'y a pas nécessairement de son ajouté à l'ordinateur par-dessus, j'ai l'impression. Là. Non, c'est ça. Le son que la carabine faisait. Ce que je trouvais le fun, c'est que vraiment, tu as un référentiel pour que souvent, là, quand tu vas voir des personnages écouter des films, même si sont en 1987 dans le film, ben ils écoutent Night of the Living Dead en noir et blanc à la télévision. Ben, c'est à cause que ça, il n'y avait pas de redevance à avoir. Puis c'est quand même, tu sais, on a beau dire ce qu'on veut. Moi, j'adore ce film-là pour vrai.
Puis je trouve ça intéressant de voir, justement, tu peux surligner les moments où est-ce que les règles des zombies qu'on connaît maintenant sont établies. Mm-hmm. Tu sais, là, moi, j'ai souligné que durant le film, là, il y a la première règle que j'ai vue qui était claire, le feu les effraie. Ouais, ça, c'est clair. C'est clairement mis au point. La deuxième règle que j'ai vue, c'est parce qu'il essaie de tirer 2 fois un zombie, ça marche pas. Troisième fois, il tire dans la tête, puis même après, il en parle dans la radio. Fait que faut que tu tires ou tu défonces leur tête pour tuer un zombie. Puis même le personnage principal, mettons Ben, à un moment donné, il frappe des zombies puis dans la maison. Puis c'est vraiment quand il rentre son pieu dans la tête. Fait que même lui, inconsciemment, il sait comment les tuer. C'est ça. Non, vraiment. Puis, tu sais, c'était quand même révolutionnaire quand tu y penses parce que dans nous d'autres, l'idée est comme toute conçue dans notre cerveau. Exact. On a 8 ans, 9 ans, puis on sait déjà c'est quoi les règles pour tuer un zombie, tu sais. Ouais. Aucune raison. Même si t'as pas vu des films de zombies, c'est comme si c'était parti de je sais pas, la connaissance générale de savoir qu'un zombie meurt comme ça. Oui, c'est vrai. Puis tu vois qu'il y en a d'autres règles un peu moins établies, genre pourquoi ils poursuivent les êtres vivants. À la fin, on dirait que c'est pour se nourrir, mais mettons, tu reprends le premier zombie qu'on croise, il se fiche complètement de bouffer le frère à la base. Ouais, il fait juste le buter, puis il bute, puis il court après la fille, là, c'est comme... Fait que la notion de se nourrir, c'est peut-être parce qu'il venait vraiment fraîchement juste de se relever des morts, là. Ouais. Il avait pas encore faim, tu vas me dire, mais il y a comme... Au début, on dirait que l'intention, c'est vraiment de me tuer, puis au final, ça a l'air d'être plus se nourrir. Fait que bon, peut-être qu'ils ont établi cette règle-là en chemin, on dirait peut-être en écrivant le scénario, je sais pas. Ouais, puis aussi, même les comportements des zombies, je te dirais que justement, celui du cimetière, il court un peu plus, il est un peu plus agressif, quasiment brillant. Puis après ça, ben, les autres, c'est vraiment juste des corps ambulants là, qui veulent se nourrir. Là. Mais ça, c'est vrai que les zombies ils ont quand même des petits tricks. Là. Ils rouvrent des portes, puis pas ils rouvrent des portes, mais justement, ils brisent des fenêtres, ils utilisent des outils pour se défendre. C'est comme des homo sapiens un peu. Ouais, mais parlant du film, là, c'était le premier film de George A. Romero qu'on a déjà traité 2 de ses films. Étant Dawn of the Dead et... l'autre m'échappe, fuck. Creepshow. Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui réalisait l'anthologie, c'est ça? Exactement, de A à Z. Il a fait d'autres films tels que The Craziest, Martin, toutes les Dawn of the Dead. Là, dans le fond, tu vas avoir 2 des 3 films de sa trilogie des zombies. Mm-hmm. Fait que t'as le premier qui est Dawn of the Dead. Puis c'est quoi le troisième? Qui se trouve être entre les deux, j'imagine? C'est Day. Day of the Living Dead. Day of the Living Dead. Est-ce qu'il y a un lien avec celui-là, genre une genre de suite ou suite cosmique, genre même univers, ou finalement ils se touchent pas pantoute? Ben, c'est plus la thématique que je dirais qui revient que... Je sais pas si t'as remarqué dans celui-là, dans le 2 puis dans le 3, un peu que l'humain est quasiment plus le monstre que les zombies. Parle dans Dawn of the Dead? Quand tu dis dans Night of the Living Dead. Que l'humain est plus le zombie. Ben, c'est vrai que le focus... On dirait que le focus est fait sur l'aspect survie de la chose, mais au final, quand tu veux vraiment l'interpréter, tu peux dire que le Cooper, là, le gars du sous-sol, il est vraiment plus selfish, que l'autre, il est vraiment Ben, il est vraiment plus survivaliste. La mère est plus un peu aimante, puis comme ouverte. Fait que, ouais, il y a un peu les aspects de l'humanité, là, tout condensé dans la même maison. Je pourrais voir cette analogie-là, du moins. D'ailleurs, là, t'as parlé de Ben. Ben, tu as dû l'aimer comme personnage parce que toi, l'instinct de survie, c'est important. Puis c'est pas mal l'ultime exemple de l'instinct de survie. Là. Il n'hésite pas mal jamais à protéger et à survivre. Là. Ouais, il y a un cheminement qui est logique. En tout cas, pour moi, dans le film, il chemine. J'aimais le fait que quand il rentre dans la maison, tout de suite, il cherche à se barricader. Puis il le fait pas comme avec des matériaux qui apparaissent de nulle part. Vraiment, il brise du mobilier puis des affaires pour barricader. On dirait que ça, c'est comme quelque chose qu'on prend pour acquis dans d'autres films. Mais que là, on le voit le faire, notamment avec les pieds de chaise qu'ils utilisent comme des torches puis comme club pour battre des zombies. C'est pensé, mais on le voit le faire. Tandis que, mettons, dans un film plus récent, on n'aurait pas perdu de temps avec ça. Il faut qu'on développe les personnages. Fait qu'il y aurait juste
eu une patte de chaise ou il y aurait pas eu la phase de recherche de matériaux pour se barricader que j'ai trouvé quand même intéressant. On aurait déjà fait le point, nous autres, avant. Là. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Non, je suis d'accord avec On aurait eu comme une petite séquence vraiment brève où on les voit genre, il faut qu'on se barricade. Puis là, tu les vois comme arracher une planche d'une table. Puis, OK, on a compris qu'ils ont fait ça avec des matériaux qu'il y avait sous la main. Puis là, finalement, on aurait vu des estis d'affaires qui n'ont pas d'allure dans des fenêtres. Puis que genre, no way, il aurait trouvé ça, mais. Tandis que là, c'est expliqué. Fait que ça c'est un aspect que j'aime. T'sais, ils font vraiment avec des vrais items que tu aurais retrouvés dans une vraie maison de ces années-là. Une vraie maison de campagne, genre. Non, c'est vrai. Mais en plus, la maison de campagne, c'était une charogne abandonnée. Ils ont payé ça pas cher, puis ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient parce qu'elle allait être détruite anyways. Fait qu'ils ont juste mis de l'argent pour qu'elle ait l'air habitable. Puis après, c'est pour faire ce qu'ils voulaient. Fait qu'ils pétaient le stock, puis ils s'en foutaient. Mais, ils ont quand même bien fait, là. Je veux dire, mettons, peut-être qu'on vivait pas dans ces époques-là, là, dans cette époque-là, mais à l'œil comme ça avait l'air d'une maison vraiment décente de la façon qu'ils l'ont arrangée. C'est vrai pareil. Mais ouais, c'est le premier film de George. Puis le premier film aussi de Dwayne Jones, qui est l'acteur principal qui joue... c'est ça. Dwayne Jones, qui est l'acteur principal qui joue Ben. Est-ce qu'on le revoit ailleurs? C'est qui, ce gars-là? Pourquoi tu étais super singulier sur lui? Qu'est-ce que tu veux dire par là? On le revoit-tu dans d'autres films? C'est-tu un acteur que je suis censé connaître? Non, mais justement, j'ai été voir parce que j'ai trouvé super talentueux. Honnêtement, je trouvais que c'était le meilleur acteur du film. De loin, même. Ben c'est ça, là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a joué dans un film qui est quand même culte de l'horreur que j'ai pas encore vu, qui est Ganja and S, H-E-S-S-S. En tout cas, c'est un film qui rentre un peu dans Blaxploitation de vampires. OK. Ça reste quand même très bien, là. Puis il a joué dans juste 9 films, ce qui m'a vraiment surpris. Mm-hmm. Mais il faut dire que aussi, là, ce qui est intéressant de ce film-là, puis George A. Romero, il dit qu'ils ont fait juste un peu de réécriture, mais que c'était pas voulu d'avoir le sous-texte sur les enjeux raciaux. OK. Mais Dwayne, il était pas... au début, il s'est juste présenté. Il dit que comment il l'a choisi, c'est qu'il s'est présenté puis c'est lui qui a plus deliver aux auditions. OK. Fait que la couleur n'y était pour rien, c'était du talent brut. C'est pour ça qu'il a été sélectionné. Ça se sentait dans le scénario. Il y avait... À un moment donné, je me suis dit, vraiment, ce scénario-là, il devait être avant-gardiste parce que dans ces années-là, il devait avoir des enjeux raciaux déjà comme il y en a aujourd'hui. Puis ça se sent vraiment pas dans le texte. Non, mais dans le scénario. Fait que je trouvais ça vraiment bien monté, personnellement. Je me suis justement remis dans l'optique de voir à quel point les enjeux raciaux pouvaient être là à cette époque-là. Puis le droit des personnes de race noire aux États-Unis de vote dans tous les États, puis que la loi a passé, a été faite en 1965. Puis notre film était en 1968, donc ça faisait 4 ans là, que le droit de vote pour les personnes noires était reconnu, c'est ça? Le film était en 68, la loi a passé en 65, sûrement qu'ils l'ont filmé en 67 parce qu'il sortait en 68, tu sais. Enfin... Si ça se trouve, il n'y avait jamais eu l'occasion de voter pour vrai, les élections étant aux 4 ans, genre. C'est ça se pourrait. OK. Et, juste pour te dire, au Canada, nous, la loi qui a passé pour que les personnes de race noire aient le droit, c'est après que l'esclavage soit aboli en 1837. Oh, OK. Fait, aux États-Unis, il y a vraiment comme... Tu sais, pourquoi, là, justement, ça s'endiable plus sur la question des enjeux raciaux, parce que c'est relativement jeune, la stigmatisation dans leur milieu. Là. Quand tu repenses 1965, là, on parle de 55 ans. Là. C'est ça, c'est même pas une centaine d'années. Ça fait plus longtemps qu'on a gagné des guerres. Genre. C'est ça, c'est fou là, il y a récemment, il y a des gens qui étaient enlevés le droit de vote. Là, que ce film-là, justement, était le leader, celui qui gère, puis celui qui est le héros de notre histoire. Tu sais. Ça fait 2 ans qu'il a le droit de voter, puis qu'il a avoir les mêmes droits que tous les humains. Là, tu sais, c'est quand même intéressant. Puis c'est pour ça que je pense que la fin se veut un peu politique. Là. On spoil les films, là, vous le savez, là, si vous avez pas entendu, mais selon moi, la fin... Moi, la première fois que j'ai vu la fin, j'étais quand même abasourdi. J'étais sur le cul, comme qu'on dit. Mais elle est surprenante et fucking intéressante parce que j'ai l'impression que ça s'en allait pas par là. Puis j'ai l'impression que c'était pas une fin non plus qu'on aurait vue dans un film de 2020. Genre de cette année, là. Non. Le héros qui fait juste sortir du truc puis qui se fait prendre comme étant un zombie puis qui se fait juste tirer sans préavis dans la tête. Ouais. Comme,
par des policiers. C'est pas un type de scénario qu'on aurait vu, enjeu racial ou pas, là. On aurait jamais vu ça. Genre ton héros que t'arrives à la fin puis il se fait tuer genre Swift comme ça, là. Aujourd'hui, ça serait comme une fin fucking incroyable. Mais c'est pour ça que ce film-là a des bases dans plein de termes. Le fait de mettre du gore comme ça à cette époque-là, le fait de caster une personne de race noire quand c'est zéro, comme ton lead, quand c'est zéro coutume. Ouais. Le fait aussi d'avoir une fin choc comme ça. Il y a plein d'affaires qui sont quand même assez ballsy, là, t'sais. Effectivement. Ah, ben dans l'ensemble, c'est super bien exécuté. Je pense qu'on est rendu à rentrer dans le détail. Moi, où t'as demandé le budget? Demander le budget. En plus, j'ai pris le temps de l'évaluer, merci. C'est rare, c'est l'inverse, c'est toi qui m'arrêtes. OK. Fait étant 1968, j'ai un feeling sous le million, clairement. J'ai écrit 800 000 sur ma feuille de notes. Ça, 800 000, ça aurait été le budget si on était en 2020. Snap! Parce que j'ai fait la calculatrice des... Je sais pas à quel point c'est vérifiable. Là. Le budget était de 114 000. 114 000? Fuck! C'est pas beaucoup. Non, c'est ça. Le budget était... Ben, quand tu repenses, ça me semble, Dawn of the Dead, il était $250 000. Là. Ouais, c'est ça que je me souvenais pas. Je m'étais dit, je vais retrouver la feuille, puis je vais comparer, puis je l'ai pas fait. Dawn of the Dead était impressionnamment bas, le budget aussi. C'est vrai, là. J'ai fait une calculatrice qui calcule combien 114 000 vaut en 2020, puis ça me donnait 850 000. Michael et les sciences économiques. Ben, c'est une calculatrice là, d'Internet. Là. J'ai juste marqué taux de conversion 1968 versus 2020. Là. Je sais pas si ce site-là est fiable, là, mais bon, ça serait 850 000 maintenant. Fait que j'ai comme une victoire partielle. Genre, s'il l'avait fait aujourd'hui, ça aurait coûté ça. Exactement. C'est parce que j'ai pas pris en compte l'inflation, man. C'est ça. Non, c'est ça. Exact, c'est l'inflation, c'est le nom que je cherchais. Mais les recettes du film sont substantielles. C'est un des films indépendants les plus payants de tous les temps. Ça faisait un carton au drive-in. Il a fait 30 millions, le film. 30 millions pour 125 000? 30 millions, tu l'as actualisé ou c'est 30 millions en 1968? Dans ces années-là, si j'ai bien compris, là, mes fuck off! 30 millions? Puis il y avait un problème de droit d'auteur en plus? Non, mais vu qu'il n'a pas fait les copyrights dessus, c'est assez complexe. Je ne suis pas un spécialiste des lois de l'affichage aux États-Unis, là. Mais ils ont changé les titres à la dernière minute. Ils ont oublié de mettre que le copyright était à la compagnie de production, n'importe quoi. Puis George A. Romero, vu que c'est son premier film aussi, il n'a pas vraiment négocié bien son salaire et ces choses. Là. Fait que, mettons, il a fait des peanuts, puis tous les producteurs ont tout encaissé le 30 millions, là, on va dire. Ah, ok, wow. Fucking shit. Hey, c'est un facteur comme pas loin de 200 là, à l'œil. Là. Oh non, c'est fou, là. C'est un incroyable retour. What the heck? D'après moi, ça va quand même aller vite faire le survol du film parce que, comme tu disais, c'est un film assez simple, mais il est simple, mais il n'est pas simple quand tu dis qu'eux, ils mettaient toutes les bases en place. Mais à notre époque, ayant vu plein d'autres choses, oui, le film a l'air un peu plus simple. Ça commence avec Johnny et Barbara. Barbara, j'avais même pas noté son nom. Je l'appelais juste la fille dans mes notes. Johnny et Barbara s'en vont au cimetière. Mais c'est à cause que tu savais pas à quel point la quote... Est-ce que tu avais l'impression qu'elle était culte? Non. Non, ok. Parce que je l'avais jamais entendu. Cette quote-là est faite en référence dans plusieurs films. They're Coming to Get You, ils vont remplacer le nom par la fille que c'est, au lieu d'être Barbara, ça va être d'autres choses. Ou bien, ça va être une des séquences que tu vas avoir le droit à la télévision quand des personnes dans l'horreur des années 80 regardent un film puis ne voulaient pas payer le droit d'auteur. Ben, tu vas voir cette scène-là de Coming to Get You, Barbara, puis après le gars qui court après dans le cimetière. Ah, ok, ouais. Classique, au fond. Bon. Ben, non, quand je l'ai vu, j'ai pas allumé que c'était un classique, au fond. C'est très cool. Je suis un ignare, désolé. Fait que c'est ça, fait qu'on a Barbara et Johnny, c'est ça? Ils s'en vont au cimetière, vont porter des fleurs sur la tombe de leur père, si je me souviens bien. Ouais, exact, parce que c'est des frères et sœurs, même si j'avais l'impression que c'était un couple.
c'était pas évident hein, jusqu'à temps que ça devient clair. À un moment donné, je me souviens plus c'est quoi la phrase que Barbara dit, mais j'avais vraiment marqué couple, puis je l'ai barré, j'ai marqué « Ah, c'est sa sœur! » Oui, exact. Moi aussi, là, je me suis dit, je me souviens plus, après une demi-heure dans le film, elle dit juste que c'était son frère qui est mort dans le cimetière. Là, c'est vrai, j'ai décoché le tard. Effectivement. Donc, ce qui arrive, c'est que bon, ils vont porter des fleurs, croisent un zombie, mais à ce moment-là, ils savent pas que c'est un zombie. Fait que le frère de Barbara fait juste la niaiser en disant ben t'avais tellement peur quand on venait ici, quand on était plus jeune, puis qu'on venait à l'église, etc. Puis là, il se met à la niaiser comme quand il avait, mettons, 5 ans, tu sais. Puis finalement, la personne qui voit au loin, ben c'est un zombie qui les attaque. Puis qui tue Johnny de façon quand même violente. Là. Il se mâche sa tête sur une pierre tombale. Une pierre tombale, merci. Ensuite, Barbara s'échappe en voiture. Puis c'est là où je me souviens qu'il y a un petit affrontement bon, avec le zombie et elle. Puis le zombie, il me semble qu'il ramasse une pierre pour briser la voiture. Je sais pas si tu te souviens de... Oui, il fait ça. C'est ça que je te disais qu'il essaie d'ouvrir la porte, est barré. Ouais. Exact. Instinctivement, rapidement, ce qui n'est pas le réflexe des zombies pour le restant du film, puis surtout dans la règle de George A. Romero. Exact. Mais rapidement, il pogne une roche puis il fracasse la fenêtre. C'est un des seuls moments où le zombie est un peu trop brillant, mais il cherchait encore un peu sûrement les règles puis la façon d'agir puis comment... Ouais. Ils ont comme cadré ça un peu en s'en allant. Là. Mais tu sais, si mettons, là, t'avais été off par le noir et blanc puis t'étais un peu pas dedans, cette scène-là est assez efficace même aujourd'hui pour te permettre d'être en immersion dans le film, selon moi. Là. Je sais pas si tu as le même feeling. Oui. Ouais, comme moi, rendu là, je cherchais à voir, tu sais, qu'est-ce qui était mon vrai bonbon, mettons, en regardant ce film-là. C'est de me dire qu'est-ce qui était un défi pour eux. Parce que c'est filmé un peu caméra-main, ben pas caméra-main, mais professionnel, mais tu sais, tu vois qu'il n'y avait pas probablement les ensembles de rails puis toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. Fait que c'est ça, c'était vraiment ça que j'essayais de voir. Qu'est-ce qui était un défi pour eux? Le décor filmé de nuit, avoir des zombies qui ont l'air d'être des zombies, mais tu sais, en noir et blanc, là. Puis eux autres, c'est évident, là, ils filment pas en noir et blanc. Fait que comment est-ce qu'ils s'assurent que le rendu, tu sais, soit correct pour qu'on comprenne un peu l'espèce d'effet macabre des zombies puis le teint des personnes pour que ça clash, ça devait être un vrai défi. Qui n'est pas le même de nos jours. T'sais. Mais à cette scène-là, c'est comme correct, même s'ils l'ont moins bien réussi, parce qu'on ne sait pas encore c'est quoi le phénomène. Mais je te dirais qu'il y a quand même des maquillages quand la horde se dirige vers la maison puis que tu vois un zombie manger un insecte. Là. Ce que je trouve qui est le fun, c'est qu'ils se sont raffinés au travers du film. Fait que le premier zombie, t'es comme « Ah, OK. » Mais peut-être qu'il y a de la misère avec son budget. Peut-être qu'il peut-être qu'au début, il s'est dit, ben, tu sais, ça dépend là aussi. Peut-être que la dernière scène a été filmée à la fin et il n'y avait plus une scène. Là. Mais bon, tu sais, c'est que peut-être qu'il gérait son budget de façon plus serrée puis que maintenant, il a vu qu'il pouvait s'en permettre, je sais pas. Mais c'est vrai qu'ils sont raffinés, je suis d'accord avec toi. Parce que effectivement, le premier zombie, il n'est pas si impressionnant que ça. Par contre, justement, quand il y a la horde un peu plus tard, ben le maquillage est plus raffiné. Là. Il y a des doigts qui se coupent aussi à un moment donné. En tout cas, c'est vraiment, vraiment nice. Barbara s'enfuit, right? Elle s'en va dans une maison qu'elle trouve. Puis là, il y a ce zombie-là, par chance, il ne réussit pas à la rattraper right away. Donc là, elle rentre dans la maison, elle cherche un peu de l'aide, elle essaie de pogner le téléphone, ça ne fonctionne pas. Elle croise un cadavre au deuxième étage, si je me souviens bien aussi. Puis là, ça la frique complètement. C'est le premier gore du film, là, le vrai gore qui commence. J'étais surpris un petit peu. Je me serais attendu à ce qu'elle trouve un corps, mais pas décomposé comme ça. J'étais agréablement surpris, en fait. Ouais, moi aussi. Puis les balles, les yeux, c'était fait avec des balles de ping-pong. Fun fact, bitch. Mais après ça, là, c'est l'arrivée de notre héros. Exact. C'est Ben qui arrive. Lui, il arrive en voiture, si je me souviens bien. Il sort de la voiture, il bute 2 zombies. À ce moment-là, je pense qu'il y a un zombie aussi qui rentre à l'intérieur. Il smash. Puis là, tu vois que, OK, ils sont pas tout puissants. Il y a moyen de les tuer. Puis que lui, il est vraiment en mode survivaliste. Puis, on dirait, par la façon qu'il agit, puis tu sais,
sa réactivité, mettons, que c'est pas sa première fois qu'il croise des zombies. Là. Il est pas comme dans le même état que Barbara, qui, elle, ça fait comme 10 minutes qu'elle est en transe, elle comprend pas ce qui se passe, elle est en panique. Ouais, c'est ça. Là, lui, il a dû fighter une coupe de zombies avant. Là. Exactement, là. Fait que là, il sort les zombies il sort les zombies morts de la maison, il barricade la maison. Si je me souviens bien, il en met un en feu pour essayer de les éloigner. Puis là, il pète la tête à un avec une crowbar aussi. Ouais, exact. Puis là, quand il le met en feu, on dirait que mon cerveau, il disait, mais tu vas en attirer plus que d'autres choses. Puis là, c'est là où ça clashait, on dirait, dans ma tête, entre la règle établie dans ce film et les règles que moi, je connais. Ouais, je comprends. Étant comme, ben, fais pas un feu, ils vont se pointer. Allume pas la lumière pour rien, tandis que là, toutes les lumières étaient allumées à l'intérieur. Mais les zombies ont peur du feu, fait que c'est logique dans ce système-là d'en brûler un ou de brûler. À un moment donné, il lance un divan, il me semble, il crisse un divan en feu, il le sort puis il l'allume. Genre. Ouais, il allume quelque chose sur le porche, là. Ouais. Qui est pas comme un sac rempli de merde, là. Mais c'est d'autres choses. Mais je sais qu'il barricade la place, puis après ça, il y a un broadcast de radio. Oui. Il y a un broadcast de radio au début. Fait que là, on a un peu plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe, comment ça se déplace. Puis là, j'ai l'impression que ça, c'est vraiment un truc de leur temps, au fond, que l'information, ils sont habitués à la radio, fait que c'est normal qu'elle vienne de la radio. Puis plus tard, ils trouvent un set de TV, puis ils sont comme, ah, ben là, on va regarder la TV pour savoir qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ils ont comme un... C'est pas le premier réflexe que j'aurais d'allumer la radio pour savoir qu'est-ce qui se passe, on dirait. Moi, je checkerais sur mon cell. Ouais, mais c'est ça, par rapport à la radio aussi, ça, c'est un thème récurrent. Quand ils entendent de quoi à télé ou à radio, c'est comme si c'était la vérité infuse. À chaque fois, on dirait qu'ils se disent... Parce que c'est comme un moment donné aussi, là, on était quasiment rendu là dans le film, ils entendent le broadcast à la radio, justement. Ouais. Ils entendent qu'il faut qu'ils se barricadent à l'intérieur, qu'il faut qu'ils fassent telle affaire, tout ça, puis ils disent « Hey, ça, c'est nous, on se débrouille bien. » Mais là, plus tard, ils disent « Hey, c'est plus ça le plan qu'il faut faire. » Puis là, ils disent « Ben, si la télé le dit, faut qu'on fasse de quoi d'autre, tu sais. » Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment, ils suivent toutes les instructions qui leur sont données. En même temps, le broadcast, je trouvais ça nice. Il était vraiment comme typique avec les voix d'annonceurs super graves, la bonne diction. Puis, ouais, ça faisait radiophonique, là. Ah ouais, je trouvais ça vraiment cool. Après ça, c'est là qu'il met en feu un sofa, il me semble, puis qu'il le fiche dehors. Il trouve une arme à feu aussi, puis des souliers, puis il les donne à la femme. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Ouais, pourquoi drôle? Il trouve une paire de souliers pour essayer de la faire se sentir mieux, et il donne. Ah, je m'en souviens même pas en plus. Avec tu sais qu'elle a l'arme à feu. Très peu de succès, la fille est comme, qu'est-ce que je fasse avec ça? Mais dans le broadcast, ils disent In all cases, they're eating the flesh of the victim. Mais en tout cas, il y a bien de l'action qui se passe, la radio joue fort. Fait là, ça attire deux personnes qui sortent du cellar, là, qui est le sous-sol. Là, effectivement. Ouais. Qu'on est introduit, je pense, à Cooper, puis le nom du jeune, il m'échappe. On peut l'appeler le jeune. Celui... Tom puis Cooper. Ouais. Qu'on réalise qu'eux vivent pas là, puis que c'est un peu des cowards, puis qu'ils se justifient de pas être sortis du sous-sol en disant que c'était dangereux, puis qu'ils ne savaient pas si c'était des zombies ou pas. Mais tu te rends vite compte qu'en réalité, c'est juste parce que c'était des peureux, puis ils se sentaient plus en sécurité dans le sous-sol, là, qui sont pas sortis, tu sais. Fait que là, on a un aspect survivaliste, mettons, survivaliste égoïste, mettons, étant Cooper, qui sort. Puis là, lui, il se justifie en disant qu'il y a sa fille puis sa femme au sous-sol puis qu'il doit les protéger à tout coup. Puis là, Ben, il clash puis il dit, ben tu sais, c'est comme un dead end, ton sous-sol, tu sais, si tu te réfugies là, t'as plus de porte de sortie au fond. Fait que oui, t'es bien barricadé, ça semble un bon point stratégique, mais c'est stupide parce qu'un coup, tu sais, qui ont passé outre ta barricade, c'est fini, c'est 100% sûr que tu meurs. Fait que les deux finissent par appliquer le plan de l'autre. Exact, ouais. C'est vrai de ça. C'est vrai que j'ai essayé d'articuler mon idée. Ton idée de la sorte à sortir de ton tête. Mais tu vois bien que Harry,
Il y a une femme. On ferait un épisode juste comme ça. Oh boy. Il y a Harry, il y a une femme puis il y a un enfant au sous-sol. C'est ça que tu apprends aussi. Exact. Puis il y a Tom, il y a sa blonde aussi qui est au sous-sol. Ben c'est ça, c'est que qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a la femme à Harry, il y a la femme à Tom, puis il y a aussi un enfant, qui est l'enfant à Hélène puis Harry. Exact. Puis elle a l'air mal en point, mais on n'a pas vraiment d'historique avant la fin là, de qu'est-ce qui s'est passé avec la petite fille. On apprend qu'elle s'est fait mordre. Donc, on peut se transformer en zombie en s'étant fait mordre. Ça, c'est un des mécanismes qui est dans le film, mais qui est dévoilé seulement qu'à la fin. Stratégiquement, j'ai l'impression. Oui. Qui donne une twist le fun, un peu rafraîchissante à la fin. Là. Le troisième acte du film est excellent. Là. À partir de quand, justement, il décide que se barricader n'est plus la solution, là, les 30 minutes passent quand même super vite. Là. Exact. Puis là, au fond, ils formentent un plan pour aller chercher le gaz dans la shed. Donc, ils réussissent à convaincre Harry de lancer des cocktails Molotov sur la horde de zombies, parce qu'il y a une genre de horde de zombies qui s'est pointée autour de la maison. Fait qu'on parle d'une 50aine de zombies, je pense. On n'en voit jamais autant que ça, mais ils mentionnent des chiffres de cet ordre de grandeur-là. Ouais. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient les femmes au sous-sol, si je me souviens bien. Puis là, finalement, la blonde de Tom, elle décide de sortir en même temps qu'eux. Fait que là, ils ont elle avec eux. Fait que pendant que Harry lance des cocktails Molotov... on a skippé une couple d'affaires, par contre. Ouais? J'ai dû skipper... Ben, il y a la TV, il y a la passe de la TV. Ben, c'est ça, ils trouvent une télévision. Ils essaient de trouver comme une solution un peu. Ils disent que c'est soit des radiations ou des choses comme ça. Ça m'a fait rire. Ouais, ils essaient. Mais là, je me disais, est-ce que c'est comme un parallèle avec la guerre froide? Parce que, en tout cas, tu sais, moi, je voyais ça comme ça, tu sais. Mais bon, t'as la télévision qui est la vérité absolue. T'as aussi le fait que j'ai souligné que Tom, il y a un monologue qui décrit comment ils sont arrivés là, puis que c'est là que tu vois à quel point il n'y a pas de talent d'acteur. Là, je me suis dit, je suis sûr que comme à l'époque, il n'y avait tellement pas de place les autres acteurs que je me suis dit, je peux pas croire que Tom il a eu plus de rôles que Ben. Et non, finalement, Tom, c'est le seul rôle qu'il a jamais fait. OK. Le seul film qu'il a fait. Je pense qu'il a réalisé en se voyant qu'il était peut-être pas dû pour être acteur. Ah, il a peut-être pas aimé ça. Comme tu as dit, justement, tout le plan, là, après ça, c'est juste sur la télévision, Tom qui est un mauvais acteur que je voulais souligner. Mais ouais, après ça, leur plan, justement, la conjointe à Tom sort pendant que t'as Harry qui lance des cocktails Molotov ses zombies, puis que les deux autres gars sont partis chercher de l'essence. Effectivement. Fait que là, bon, ils bravent un peu la horde avec des torches puis les cocktails Molotov. Ils pognent le char, ils essaient de se rendre jusqu'à la shed pour gazer. Il y a encore des zombies qui sont très proches. Là, si je me souviens bien, qu'est-ce qui arrive, c'est quand il vient pour gazer, sans faire exprès, il crisse le char en feu. Ben, c'est à cause qu'il drop le truc d'essence. La torche était droppée à terre pour faire peur aux zombies. Puis lui, quand il part avec l'essence, il met en feu la torche, puis ça va sur le véhicule, puis ça met le véhicule en feu. Puis eux autres, on dirait que... J'ai l'impression que Tom et Hélène, ils n'avaient pas vraiment besoin de mourir, puis c'est comme un choix qu'ils ont fait de mourir de cette façon-là. Ils ont eu... Pas vraiment. Ben, ils pouvaient sortir de la voiture, non? À tout moment. Non, parce que... Non, parce que sa conjointe à Tom, elle reste coincée, sa ceinture est coincée. OK. Puis là, Tom, il essaie de décoincer sa ceinture, puis c'est là qu'elle explose. Moi, ok, j'ai manqué. J'ai pas saisi ce petit bout-là. Ouais, moi, je les ai plus vus comme des cowards qui essaient de se pousser avec le char puis qui laissent Ben derrière avec plein de zombies. Puis que là, après ça, quand il voit que l'auto est trop en feu, il veut sortir, mais la ceinture de la fille est bloquée, il s'en va pour l'aider, puis les deux, ils explosent. Ok, je l'avais complètement manqué. Dans ma tête, c'était juste une erreur de scénario dans le genre. Il essaie de s'enfuir avec la voiture, puis finalement, ça explose. Ça lui fait un petit snack, un petit barbecue pour les zombies. Effectivement. Ce qui arrive là, c'est que Ben retourne dans la maison. Il finit par presque se faire pogner, mais bon, Cooper, il avait barricadé, il voulait pas le laisser rentrer. Finalement, Ben réussit à rentrer. Puis si je me souviens bien, il frappe Cooper. Là. On a droit à une bagarre. Une bagarre. C'est assez unilatéral. Là, ouais, Ben, il pète la gueule à Harry. Il pète la gueule. Avec raison. Avec des beaux coups de poing, là, puis des sons par-dessus de...
Oh, à chaque fois qu'il le frappe, là. Tu vois un peu plus la date du film, là. Ah ouais, c'est que c'est bon. Tu sais, des coups de poing, là, pas de swing, ni rien, là. Pas full fâché, là. C'est vraiment des tiers de swing, genre. Exact. C'est là que t'as le droit au snack de zombies, là. Après qu'il ait cassé la gueule, tu vois des zombies manger n'importe quoi, de l'humain, de l'insecte, des maquillages. Ils s'en donnent à cœur joie, là. Exact. Il y a un moment aussi où on voit je me souviens plus si c'est un peu avant, je pense qu'il y a des zombies qui essaient de pénétrer la maison, puis il y a quelqu'un qui donne des coups sur leur main, puis il y a une main qui se défait au fur et à mesure qu'il donne des coups. Mais je pense que c'est un petit peu avant, ça. Mais ouais, c'est avant parce que c'est Tom qui le fait. Ouais. Bon, finalement, à mon souvenir, Harry, il s'en va au sous-sol, puis il se barricade avec sa femme, sa fille et lui-même, puis Ben, et reste comme pris en haut. Puis il y a des zombies qui essaient de plus en plus de pénétrer dans la maison. La jeune fille qui s'est fait mordre, au fond, se transforme en zombie. Si je me souviens bien, elle commence par tuer le père. Au fond, c'est la mère, à un moment donné, elle se rend compte que le père est en train de se faire dévorer par leur petite fille. Puis là, la petite fille, elle utilise un outil. Elle utilise la pelle pour la truelle pour tuer sa mère. Exactement. Puis elle a eu enfance quand même la truelle dans la tête. C'est quand même violent, ça. Ben, il y a bien des affaires violentes dans ce scène-là. First, te faire tuer par ton propre enfant, c'est déjà relativement violent sur papier, là. Mais ouais, aussi, là, tu sais, outre qu'il a voulu embarrer Ben dehors, il vole aussi son gun après. C'est vrai. Puis, en tout cas, long story short, oui, à carnage sa famille, la petite fille zombie. Mm-hmm. Puis l'image de la petite fille aussi est assez iconique, là, quand elle se réveille. Là, on voit souvent aussi cette scène-là là, dans les films. Dans les films qui écoutent. Ben, c'est caractéristique, c'est un peu le seul point le plus intense du film, en réalité. Ben oui, j'ai marqué hardcore zombie. Mm-hmm. Mais Barbara, parce que par les standards d'aujourd'hui, c'est pas tellement hardcore. Ben Chris, quand même. Un enfant tue ses deux parents. Puis il bouffe. Fait que quand même. Non, je te dirais que ça reste hardcore malgré ses 50 quelques années, le film. Mais Barbara se fait prendre par plusieurs mains de zombies qui la grippe et la tue. Mm-hmm. Ce qui est comme surprenant. Qui la soulève. C'est notre personnage central, mais qui était plus... qui s'illustrait de aucune façon à part à ce moment-là pour essayer de se défendre, sinon il était tout le temps en choc. Là. C'est vrai que c'est un personnage assez plate. Ben oui, vraiment. On s'en fout. À la base, elle était censée être beaucoup plus forte puis beaucoup plus indépendante. OK. Ce qui a été plus fait dans le remake de Tom Savini. Le premier film que Tom Savini a réalisé, c'est le remake de Night of the Living Dead en 1990. OK. Cool. Ouais, puis l'actrice, le personnage de Barbara se défend plus puis est beaucoup plus grounded comme il était censé être, mais ils ont décidé de mettre plus de l'avant le personnage de Ben probablement parce que c'était leur meilleur acteur aussi. Ouais, il jouait mieux, fait que... C'est ça. Mais il s'en va au cellar, Ben. Ouais, Ben s'enfuit au sous-sol et il découvre la petite fille qui est en train de bouffer le bras de son père. À mon souvenir, il réussit à ramasser l'arme puis il tue la fille. Ouais. Puis là, tu vois Cooper, au fond, qui se relève des morts. Fait qu'il se prend une balle dans la tête. Illico. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il hésite zéro. Là. Non, ouais, c'est ça. Il n'aurait pas hésité anyway, là, même s'il avait été vivant, je pense. Il l'aimait pas trop, là, mais mettons sa conjointe Hélène, là, quand elle se relève, il hésite pas non plus. Là. Non, c'est ça, il niaise pas. Fait qu'à partir de là, on voit comme une espèce de... Cooper est comme... pas Cooper, excusez. Ben est en sécurité dans le sous-sol, vraisemblablement. On voit l'abattu, puis l'espèce de corps policier ou de milice qui avance vers l'autre. Ben, c'est ça. Quand on a coupé une grosse partie, là, à la télévision, il voit qu'il y a une escouade. Ah oui, c'est vrai. Qui est en route pour, justement, qui tue plusieurs zombies puis qui ratisse pour essayer d'éradiquer les zombies. Puis cette escouade-là, justement, est rendue proche de la maison puis t'es entends. Ouais, c'est vrai. Puis bon, fait que là, t'es entends faire des plans, puis Ben, dans le sol, il se dit « Oh, nice, tu sais, j'entends du bruit, ça sonne pas comme des zombies, alors il va faire un tour, il va voir. » Fait qu'il sort tranquillement, tu sais, il est quand même... Mais il est brillant, au fond, parce qu'il veut pas se faire pogner par des zombies si c'est inutile. Puis, en réalité, ce qui arrive, c'est que les policiers le spotent de très loin, puis eux pensent que lui, c'est un zombie, fait qu'ils prennent pas de chance, puis ils font juste le tuer.
Ce qui est assez bleak comme fin, là. Ah ouais, comme ça se passe en une fraction de seconde, ton personnage principal est mort, pis t'es comme, oh, ok. Mais Shit. clairement, quand il rentre puis qu'il pogne son. Après ça, avec les photos, là, il s'en calisse là, de son cadavre. Là. C'est sûr qu'ils savent qu'il est humain après, là, mais ils s'en foutent puis ils le crissent dans le feu avec le reste. Là. Ben oui, ben oui. C'est comme la loi de la jungle, là, rendu là, je pense. Mais oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui ont vu à cette fin-là un commentaire social là, par rapport à justement. Ah. Ce qui est dommage parce qu'au final, le restant du film est comme. Et dépourvu de ça. Exact. C'est ça qui clôt le film, en fait. Effectivement. Qui est une fin assez hard, là. Ton personnage principal, il se fait défoncer la tête. C'est la rapidité avec laquelle ça se passe. Il n'y a pas comme un hey, non, je suis humain. Puis finalement, il hésite, puis tu sais, c'est juste comme tu vois-tu, lui, il bouge en dedans, là. Prends pas de chance, tu sais, entre les deux yeux. Top. Bullseye. Ok, il est mort. Alright, good job, boys. On continue. Night of the Living Dead. Yeah. Fait que Seb, tu recommandes ou pas? Je recommande pour les fans de films d'horreur. C'est un classique, je pense. Si vous aimez les films de zombies, c'est un classique à voir pour être capable de mieux juger d'où viennent les règles un petit peu, puis les prédécesseurs à ce qu'on voit aujourd'hui. Je vois pas quelqu'un qui n'est pas un fan de films d'horreur ou de films de zombies ou de George A. Romero, je pense que l'intérêt n'est pas là pour cette personne-là. OK. Puis ta note, ça serait quoi d'abord? J'ai donné un 6 sur 10. Donc, quand même divertissant, quand même des éléments, je pense qu'on a parlé, qui sont très intéressants en valeur pour ce film-là. Le fait que ce soit un plus vieux film, pour moi, il partait déjà avec une strike parce que j'aime un peu moins ça à base. Mais, tu sais, 6 sur 10, c'est quand même pas mauvais, surtout pour un film qui a une trentaine d'années, quarantaine d'années, genre? Cinquantaine, ouais, pour un film qui a une cinquantaine d'années, donc qui date quand même pas mal. Moi, je trouve que le rythme de ce film-là est super bon. Ça se tient encore, puis tu le sais, là, j'ai beaucoup écouté de films, moi, de ces années-là. Ouais. J'ai remonté encore plus loin, fait que j'étais un gros, un gros fan de films de toutes catégories confondues. Mais je trouve que ce film-là, j'ai vraiment remis en contexte pour mon appréciation. Puis même là, j'apprécie quand même beaucoup le film. Je trouve que le rythme est vraiment bon. En 1h35, même si c'est un film de 1968, je m'emmerde zéro. Je trouve que l'innovation qu'il avait apporté ce film-là, il devait être phénoménal. La critique sociale qu'on peut y relire est intéressante aussi. Puis selon moi, il y a aussi une critique par rapport à la télévision. Là. Ce qui est quand même le fun, puis qui n'est pas trop in your face. La finale est vraiment bonne, là, comme qu'on l'a dit. Là. Même maintenant, on a de la misère à avoir des fins comme ça. Là, encore plus, dans ces années-là, c'est vraiment percutant et c'est vraiment cool. Moi, c'est un 8 sur 10. C'est un classique. Wow. J'aime vraiment le troisième quart. Le troisième tiers du film. Le troisième acte, là, je le trouve vraiment bon. Le fameux troisième quart. Ouais, le troisième quart. Non, le troisième acte, je trouve que la finale du film est vraiment hot. Je trouve qu'il y a du culot partout. Là. La petite fille qui massacre sa famille. Tout le personnage qui décède. La horde. Je trouve ça vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Je suis curieux de voir le remake de Tom Savini. Je savais pas qu'il y avait un remake d'un. Parce que un des personnages qui m'a... La fille, elle m'a gossé. Au début, j'étais comme content. J'étais comme, OK, il y a un personnage fille qui est central. Puis finalement, à la seconde que Ben arrive, elle devient dans tes jambes. Tu sais, tant qu'à ça, je l'aurais fait tuer, là. Mais ça fait longtemps que j'ai pas écouté le remake. Celui, je pense que c'est la troisième écoute que je fais de Night of the Living Dead. Le remake, je l'ai juste écouté une fois ou deux. OK. Mais en tout cas, il est chez vous, Sam. Pour vrai? Ouais, dans les films que je t'ai passés. Donc éventuellement, on pourrait le traiter bientôt, là, ça serait à voir. Là. Mais moi, j'ai bien aimé Night of the Living Dead. Je trouve que la trilogie est excellente là, de George A. Romero. Puis il va falloir faire Day éventuellement, puis on pourrait se dire dans quel ordre. Mais tu sais, Dawn of the Dead, je vais te le dire tout de suite, moi, il est indétrônable dans la trilogie. Là. Je pense que pour toi aussi, ça risque d'être la même chose. Ben à date, mettons, je compare les deux que j'ai vus, Dawn of the Dead est quand même très supérieur. Je serais curieux, il faudrait que je revienne dans mes notes, voir quelle note je lui avais donnée pour le fun, là, mais peut-être que, je sais pas, je pense que je l'avais bien coté dans Dawn of the Dead, j'avais vraiment apprécié. D'après moi, c'était comme un 7.5, peut-être même un 8. Ben, tu avais bien coté, mais aussi, quand on est revenu sur nos 20 premiers épisodes, tu as pas mal dit que c'était le film que tu aurais le plus réécouté, le film qui est souvent ressorti là, dans
C'est vrai. Dans plusieurs points. Là. C'est vraiment vrai. Pour MDB, Seb, ça va peut-être être plus tough, là, vu que c'est. Ouais. As-tu un bon sample de vote ou je sais pas? Je vais te redire ça. J'ai 75 personnes, 78 à d'autres, 59. Ouais, c'est quand même un bon. Je vais m'ouvrir une petite bière. Ouais, moi aussi, t'as raison. Merci de me ramener à l'ordre, Sébastien. Ouais, là, faut t'encadrer un petit peu, toi, quand tu l'échappes. El sexe, la nudité. Ça aurait pu être un 1, mais dans la horde de zombies, on voit un zombie nu. Exactement. Alors, c'est un 2 à cause de ça. Ouais, c'est un 2. Exactement à cause de ça, le commentaire. Je l'ai spoté à cause que j'ai trouvé une des vieilles affiches, ou peut-être c'est l'original, puis le zombie nu est sur l'affiche, puis j'étais comme « Ah, quelle représentation frauduleuse du film! » Vous allez avoir du sexe puis des zombies morts. Il va y avoir des têtes morts. Quel... On va faire la plus turn-up au monde. Comme les seins de la sorcière dans le Shining. Ben, pas la sorcière, là, mais... Oui, le fantôme dans la chambre 200... 237? 237? Ouais, je ne sais plus du chiffre. Je suis vraiment un mauvais... Room 237, mais quel pas pick-up line attrayante. Imagine si ça avait été leur pick-up de film, là, comme il y a exemple, Mutilator, c'est by hacks, by pick, by. En tout cas, je me souviens plus, là, mais imagine là, ça, comme si dead tits. Dead titties, guys, in the room 237. Mais je te dirais là, que niveau 5 fucked up, il y a un film qui s'appelle Mausoleum, que je te vendrai pas le punch, là, mais là-dessus, on peut faire du pouce pendant l'épisode. J'ai hâte de voir ton top 10 des 5 fucked up de films d'horreur. Ah, là, je pense qu'il n'y en a pas à ce point-là, là, mais je te dirais que facile, on peut en faire un top 5 facile. Là. Mais violence, c'est ça. Violence, j'irais avec le sang pas tant. Le sang pas tant un thème. Mais la violence, je pense qu'objectivement, c'est minimum un 3. C'est un 3, exactement. Ouais. Ils font beaucoup référence à des zombies qui mangent des body parts, des hommes qui se battent puis qu'il y a des zombies partout, des decomposed face, des choses comme ça. A man's skull is crushed. A man and a woman blow up in a car, etc. C'est vrai. Le caractère profane? Ouh! Pas un thème. Je vais dire un 2. C'est un 2. Oh, nice. 1 use of Jesus, 2 use of God, 3 instances of them, 2 of hell, and 1 bastard. C'est pas très élevé, mais eux, la profanité envers la religion est inclue. Ah, c'est pas 0. C'est pas 0. Exactement. Alcool, drogue et fumée. Il me semble qu'ils fument des cigarettes comme des cheminées, mais dans ce temps-là, c'était comme standard, fait que c'est pas choquant. Drogue, c'est pas un thème, pas du tout. Alcool... Et ils se servent pas des verres d'alcool à un moment donné? Ah non, ils l'utilisent pour faire du molotov. Je vais être bold, je vais dire un 1. C'est un 2, man. Parce que fumer, peu importe si c'est de la drogue ou pas, c'est de la fumée. Fait que ça compte pour un 2. Mais oui, mais c'était standard dans ces années-là. Il est marqué drogue, none. Alcool, none. A man smoked through the film. A woman is seen smoking once. A woman is seen smoking. Ta-ta-ta! C'est à cause que, Seb, les votes, là, IMDb, là, ça n'existe pas depuis 1968. Fait que les votes, ça a été fait récemment. Là, fait que... Ben oui, mais Chris, guys, un peu de jugement, mettez ça en contexte. Là. Pas effrayant et scène intense. Je dirais effrayant et scène intense, surtout vers la fin, ça... Je sais pas si tu vas être d'accord avec toi. Je vais dire que c'est un 3, mais c'est un borderline 3. Comme peut-être un 2, mais je vais dire 3. Les gens ont mis 4. Pour vrai? Ouais. Strong horror. Disturbing body image. Ouais, fuck. Zombie Apocalypse focus on a group of survivors trapped in... Ils font un résumé du film. C'est du cannibalisme. Zombies mangent le mais... Ah, guys. Tu l'as dit, là, les votes étaient dans l'histoire récente, là. Hein? Bro, c'est ça. C'est comme s'il avait mis ça en contexte, mais il avait pas mis l'autre film en contexte. Je veux dire, la drogue et la fumée en contexte. Les internets sont pas congruents, man. Non, mais c'est quand même ça qui clôt le IMDb Factor, bro. Je me suis fait avoir. Ton recast, bien été, pas bien? J'ai 2 items cette semaine. Ah ben, commence d'abord. J'en ai 3. Ouh, nice. T'as-tu un thème? Aucunement.
OK, moi non plus. Bon, la fille du début, je sais pas pourquoi, j'ai fait un lien. Barbara, yes. Fouille-moi d'où j'ai fait ce lien-là, mais j'étais dead set à la recaster par Nathalie Dormer. Ah, la fille dans Game of Thrones, là. Ouais, Queen Marjorie dans Game of Thrones. Je sais pas pourquoi. Je trouvais qu'elle avait un air. J'imaginais Nathalie Dormer faire vraiment un reenactment. Fait que vraiment rejouer les mêmes scènes puis refaire les mêmes affaires. Puis je trouvais qu'esthétiquement, ça aurait fait de quoi de nice. Filmé en noir et blanc. Puis elle n'essaie pas de changer le personnage. Elle fait juste jouer exactement ce personnage-là dans ce scénario-là, dans ces années-là. Je sais pas, son visage, je trouvais que ça fitait. Seems legit to me. Hein? Puis j'aurais recasté Ben par l'acteur Donald Glover. Ouais. Étant, il a joué dans Han Solo, puis il fait de la musique, puis dans la série Community aussi. Ouais. Je sais pas si tu le recadres. Il me faisait America. Physiquement, il me faisait penser à Ben, je trouvais. C'est quand même pas un mauvais acteur. Il est bon. Charismatique. Ouais, exact, charismatique. Fait que j'aurais aimé ça le voir jouer un peu avec son charisme, un peu à lui. Le personnage un peu plus survivaliste, tu sais. Je trouve que ça aurait été quelque chose d'intéressant. Je suis d'accord, mais comme tu le sais, moi, j'ai de la misère à recaster les personnages que j'aime beaucoup, puis Ben, je l'aimais trop, fait que he's ain't American. Mais je comprends. C'est un conservateur, man. Mais c'est un super bon, par contre. C'est un super bon choix. Oui. Cool. Moi, Barbara aussi, je l'ai enlevé. Je pense que parce que tout le monde a trouvé. Tu l'as juste enlevé. Tu l'as pas ton recast, c'est ta remplace par rien. C'est ça, je l'enlève du film. Le gars est tout seul au cimetière. J'ai mis Billy, B-I-L-L-I-E, Lord, je sais pas, L-O-U-R-D. En anglais, c'est Lourd. En tout cas, L-O-U-R-D. Ouais, c'est la fille de notre princesse Léa nationale, Carrie Fisher. Puis elle joue aussi dans la série Scream Queen, puis j'ai trouvé que par similitude, je l'aurais recasté par elle. Ah ouais, ok, je le vois. Mais elle est vraiment cool dans Scream Queen, puis aussi elle joue dans les nouvelles saisons de American Horror Story. Fait qu'elle est dans le monde de l'horreur un peu. Puis elle jouait aussi dans les nouveaux Star Wars, hein, les 2 derniers est dedans. Elle fait des caméos, genre. Ben, comme dans le vaisseau de sa mère, puis aussi dans le nouveau est dedans, là, en tout cas. Peu importe. Long story short, le deuxième recast, c'est Harry. Harry le Douche. Par similitude, j'ai mis Rob, R-O-B, Cordry, C-O-R-D-D-R-Y, qui est un gars d'humour habituellement, mais que je trouvais que vraiment il ressemblait, puis qui est capable de deliver. Souvent, les acteurs d'humour sont bons pour le drame. Oh! Solide. Ouais, il ressemble à... Ah oui. Ouais. Ma dernière, c'est sa conjointe. J'aurais mis Felicity Jones. Fait que dans le fond, mon thème, c'est peut-être Star Wars, parce que Felicity Jones, c'est l'actrice dans Rogue One. Puis dans aussi The Theory of Everything. Felicity Jones. Oh, OK. Je sais pas pourquoi ça... C'est Star Wars, je sais. C'est ça, vraiment. Mais toi aussi, en fait, avec on est Star Wars. c'est le podcast Recast Star Wars. Nathalie Dormer n'est pas dans Star Wars? Hein? Nathalie Dormer n'est pas dans Star Wars. Ouais, ben, Rob Corddry non plus, mais on a quand même 3 sur 5 qui sont dedans. Ah, OK. C'est enough. Let's do it. Mais ouais, Felicity Jones, ça aurait été mon recast. Tu l'aurais recasté par... la femme, OK, oui. Nice. Ouais, elle aurait pu le faire. Je l'imagine peigner, mettons, puis arranger vraiment pareil là, que la femme... Je pense que c'est à cause que Hélène, c'était vraiment le seul personnage féminin intéressant dans le film. Là. C'est pour ça que là, j'ai pris une autre actrice qui est quand même capable de deliver des très bons personnages. Là. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'elle est bonne. Mais j'espère que vous avez apprécié Night of the Living Dead. Moi, je suis super content que Seb l'ait écouté. J'ai bien aimé ça de réécouter aussi. Puis je pense que Seb, toi, ça va... Je pense qu'il va peut-être... Te connaissant, il va peut-être grow un peu en dedans de toi. Puis je suis sûr que tu vas être content de voir la référence quand tu vas écouter d'autres films d'horreur aussi. Ah, mais c'est sûr qu'il va devenir comme un petit... pas un petit bijou, mais tu sais... Petite référence là, de culture générale. Je pense que ça, je ne l'ai pas mentionné, mais je pense que, mettons, quelqu'un qui essaie de cultiver sa culture générale de façon générale,
Ben, Night of the Living Dead, ça peut être une belle corde à ton arc, au fond, puisqu'il est référencé par-ci par-là. Ah ouais, mais il est dans une coupe de liste des top 100 des films à voir avant de mourir. Il y a aussi Criterion qui ont fait une édition, que ça doit être un super bon transfert. Là. Le voir en Criterion, ça doit être vraiment... ils font tout le temps un beau travail. Parce qu'il va être un peu mieux digitalisé, genre. Ben oui, il va être Full HD, le cadrage va être meilleur, il va être fait pour notre technologie d'aujourd'hui. Ils refont image par image souvent. Fait que tu vas avoir l'impression d'écouter un film que maintenant, il aurait décidé de tourner en noir et blanc, là, au lieu de vraiment de son époque. Là. Souvent, le travail est fait au niveau du son, de tout. Le Criterion, c'est des super bonnes éditions. Nous autres, on l'a regardé sur Amazon Prime, en tout cas moi, je sais pas toi. Puis la qualité était très bonne. Oui, et meilleure que sur YouTube un peu. Mais sur YouTube, il l'a aussi. Okay. Juste que vous allez avoir les annonces. Était un peu moins bonne sur Tubi, mais ce film-là est disponible partout, là, encore une fois. Sur Tubi. Ah, ben dans le titre, en plus, c'est gratuit sur Tubi. Nice. Ah ouais, YouTube gratuit, Tubi gratuit. Il y a Amazon Prime, peut-être que tu n'as pas d'annonce, rien, puis la qualité est peut-être un tout petit peu mieux, mais il est facile à trouver, ce film-là, relativement aussi. Là. Fait que vraiment, pour les curieux, ça peut être intéressant d'aller voir une pièce d'histoire du cinéma, là, selon moi. Là. Surtout du cinéma d'horreur. Yeah. Fait que Seb, qu'est-ce que tu voudrais ajouter? Comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux, likez la page Facebook, envoyez-nous vos commentaires, vos suggestions de films. Si vous êtes d'accord ou surtout pas d'accord avec quelque chose qu'on a dit, envoyez-nous vos critiques. On est toujours heureux de discuter avec vous. Envoyez-nous vos suggestions de films à un certain moment. Bon, là, je brise un peu la magie, mais si c'est pas déjà passé, à un certain moment, on va probablement traiter un mois, genre juste de suggestions. Ou sinon, des fois, on les passe comme ça à la volée là, quand ça fonctionne. Alors, on vous écoute, on aime ça interagir avec vous. Alors, lâchez pas. Oui, c'est ça. Si c'est pas déjà fait, le mois de suggestions arrive bientôt. Puis comme tu dis, là, faites bien de nous remettre à notre place des fois. Là, je sais qu'il y a des épisodes, on a... un moment donné, j'ai dit le mauvais nom d'une actrice, là, puis un de nos éditeurs qui m'a remis à ma place dans un commentaire, puis j'ai trouvé ça bien correct. Fait qu'on aime ça. C'est inacceptable ton comportement. Je pense que c'était Simon Primo. Merci d'avoir mis à ma place. Super fan. Merci. Ouais. Fait que c'est ça qui conclut Night of the Living Dead. Donc, attention à vous et bonne semaine.